Ça se passe bien, très bien. D'accord, c'est pas encore l'âge, mais voilà. Tout de suite, chère invitée, Madame, il faut que je prononce bien, Madame Kojoed. C'est ça. C'est assez rare quand même. Comme, Oui, c'est vrai, c'est pas commun. C'est pas commun, d'accord. Alors, je voudrais déjà à la maison vous signaler, vous indiquer la définition du terme crise de la quarantaine. C'est la période de doute que ressentent certaines personnes à la moitié de leur vie, ayant pour résultat une sensation de passer de la jeunesse à la vieillesse, une déprime passagère et des troubles psychologiques. Ceci dit, de quoi a été fait, c'est la première question pour ouvrir, votre itinéraire personnel et professionnel avant cette crise que vous avez vécue, madame? Alors, mon itinéraire professionnel, j'ai travaillé dans le domaine commercial et dans le domaine marketing. Après, j'ai travaillé dans un ministère. J'étais une proche collaboratrice d'un ministre. Puis après, j'ai monté ma propre structure. Et vous étiez épanouie durant tout ce cursus? Ça dépend de la période, en fait. Ça dépend de la période. À un certain moment, j'étais épanouie. Mais par contre, il y a une période où j'ai connu... dans ma vie, j'ai eu une période déconcertante, troublante. Voilà. Donc, ça venait du fait que je devais réaliser... Je n'avais pas encore réalisé une promesse que je m'étais faite. On va arriver à cette période-là qui est votre crise de la quarantaine. Et je précise qu'elle peut arriver un peu plus tôt, très tôt. Déjà, ces dernières années, on remarque que pour beaucoup de personnes, la crise de la quarantaine arrive soit trop tôt ou trop tard. Alors, sur le plan personnel, avant la crise, comment avez-vous vécu ces années? Sur le plan personnel, j'étais épanouie avant la crise. Je sortais de la faculté de sciences économiques et de gestion, j'ai eu ma maîtrise. Après, j'ai une à la maison, en famille, vie normale? Normale, vie normale. Non du tout, vie normale, tranquille, voilà, le quotidien. Pas de grands besoins? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, normalement et simplement, quoi. D'accord. Et puis, va arriver l'âge de 26-27 ans. Oui, entre 26 et 27 ans. Chez vous, la crise de la quarantaine a frappé un peu trop tôt, on va dire. Exactement. Un peu trop tôt. Exactement. Alors, parce 26 que... et 27 ans, il y a toujours des facteurs déclencheurs, des événements Exactement. Déclencheurs. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est produit dans votre cas? Alors, dans mon cas, comme je disais tantôt, je devais réaliser une promesse que je m'étais faite. Donc, c'était d'avoir un époux et puis des enfants. Et puis aussi, je me projetais par rapport à mon entourage. Parce que la plupart des filles avec lesquelles j'avais fait la fac, et surtout ma sœur, qui est comme ma confidente, Guylaine Zabi, Madame Zabi, qui est comme ma confidente, qui avait connu son compagnon sur le campus. Toutes mes copines, la plupart, en tout cas 90%, avaient connu leur compagnon sur le campus. Et donc, après le campus, ils sont sortis du campus dans la vie active. Certains se sont mariés, par contre, d'autres avaient des enfants, mais faisaient des projets de vie. Quand on allait, par exemple, à des événements, moi, j'étais toujours seule. C'est vrai que j'ai connu un compagnon au campus, mais je suis sortie de la relation parce que c'était une relation dans laquelle je ne m'épanouissais pas. Donc j'ai décidé de partir de la relation. Elle était abusive? Non, elle n'était pas abusive, pas du tout, 6 ou 7 ans. Mais en fait, on n'avait pas les mêmes convictions, partageait pas les mêmes convictions. Moi, déjà à la fac, j'avais une vie associative. J'étais vraiment portée sur la vie associative. J'étais vice-présidente du club de rock'n'roll du campus. J'étais... rock'n'roll, pour yes. une femme, c'est rare ça, hein? Rock'n'roll. J'étais responsable de la communication au niveau de l'association des étudiants économistes et gestionnaires de Côte d'Ivoire. J'étais dans le bureau national des étudiants catholiques, de l'association des étudiants catholiques de Côte d'Ivoire. Vous ne vous ennuyez pas du tout, mais c'est seulement que dans la relation qu'il y avait le gros ennui. Du tout. J'ai milité également dans un parti politique au campus où j'étais dans les instances de direction. J'étais dans le bureau national des femmes où j'étais chargée de communication. Donc avec toutes ces activités que j'avais, c'est ce que j'adorais, c'est ce que j'aimais faire, à part mes études. Alors que lui, il n'était pas confortable avec ça. Donc du coup, dans la journée, sur 10 fois, on peut se disputer 7 fois. Et ça a duré comme ça des années, 5, 6 ans. J'ai un problème avec les dates, hein, donc ça a duré des années. Vous n'êtes pas la seule. Et puis, ah d'accord. Et puis, arrivé à un certain moment, je me suis dit, il faudrait que je prenne ma vie, mais que je décide. Parce que généralement, dans la vie, toutes les grandes transformations se font à partir d'une décision. D'accord. Avant la décision, vous avez parlé de ce constat, une sorte de comparaison. Vous regardez vos amis, vos copines qui se réalisent déjà sur le plan sentimental, qui entrent dans des relations, qui ont des enfants. Et vous réalisez à partir du moment que vous êtes en retard? Oui, c'est exactement ça. Je suis en retard parce qu'elles sont déjà... Elles font des projets de vie. Elles sont avec des compagnons qu'elles ont connus depuis le campus. Quand on sort, on va à des mariages, à des anniversaires. Moi, je suis seule. Je suis toujours seule. Avec ma sœur, qui était avec son compagnon quand on sort, on va en boîte de nuit, par exemple. Là, maintenant, on ne peut plus le faire, mais dans le temps,
on va en boîte de nuit, je suis seule. Et pourtant, ce ne sont pas des hommes qui manquent. Vous étiez tout de même approché par des hommes ou pas? Oui, bien sûr, parce que quand les hommes viennent, d'abord, il y en a qui sont mariés. Et puis ceux qui ne sont pas mariés, j'ai peur en fait que ce soit la même réplique que la relation que j'ai connue, parce que je ne veux pas que ça empiète sur moi, mes convictions. Voilà, donc c'est ce sentiment de... J'étais un peu mitigée. J'étais mitigée, et puis il fallait tomber aussi sur la bonne personne. Il faut aller rencontrer son âme sœur, parce que quand on rencontre quelqu'un que ça match, c'est sûr que c'est pour la vie. Mais quand on doit faire des concessions dès le début, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est tout cet idéal-là que je voulais avoir. Alors avant de prendre la question de Jessica dans un petit moment, vous en avez vraiment souffert? Exactement, j'ai souffert parce que rien ne présageait quand on me voyait physiquement, parce que je suis quelqu'un de jovial, j'aime rire aux éclats, j'aime me moquer, j'aime vraiment une belle ambiance. Au travail, en famille, je vais dire, je vivais seule, mais je vais dire quand je rencontre mes frères et sœurs, mes copines, mais vraiment, personne ne sait douter de quelque chose. C'est lorsque je me retrouve seule chez moi, soit le soir en descendant du boulot, ou alors les week-ends, quand je suis seule à la maison, que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me manque. Tous ceux qui sont autour de moi, mais ont déjà des projets de vie avec des personnes, mes copines ont déjà des enfants, et moi, rien, et je ne vois rien à l'horizon. Ce qui fait que personne ne s'en rendait compte. Ma sœur même, qui est ma confidente, elle n'a jamais su. Quand je l'ai appelée le vendredi, quand l'équipe m'a appelé le vendredi pour me dire que je passe à ces midi, j'étais programmée le lundi. Je l'ai appelée, je lui ai dit que je passe à ces midi le lundi. Elle dit, c'est quoi ton sujet? J'ai dit, j'ai fait la crise de la quarantaine. Elle a commencé à rire aux éclats. Toi, tu as fait la crise de la quarantaine à quel moment? Je lui ai dit, oui, tu n'as pas su, mais j'ai fait cette crise-là quand j'étais seule, quand je me retrouvais seule le soir. Mais je pleurais, mais je priais, mais je m'étais résignée à ça. C'était comme si j'avais une boule là, quand je me retrouve seule, parce que cette promesse que je me suis faite d'avoir une vie familiale, d'avoir un époux, d'avoir des enfants, ben, je ne la vois pas s'accomplir, je ne la vois pas se réaliser. Et donc, du coup, je sens le poids de... Et vous avez souffert comme ça pendant un an et demi, c'est ça? Oui, 1 an et demi, 2 ans, que j'ai supporté seule. En larmes seule. tous les soirs, en souffrance intérieure? Oui, bien sûr, parce que je voulais vraiment obtenir ce que je voulais. Et comment ça se passait dans votre tête? Vous vous sentiez en train de vieillir, de prendre de l'âge? Ah oui, parce que l'âge avance. L'âge avance depuis le campus. J'ai rencontré quelqu'un depuis le campus. Et puis après, plus personne. J'ai décidé de partir de la relation. Ça, c'est volontaire, c'est ma décision. Mais après, je vais dire que pour moi, ça allait se faire tout de suite. Rencontrer quelqu'un et puis commencer à faire des projets de vie. Mais ça n'a pas été... Est-ce que ce n'était pas une crise provoquée? Est-ce que vous n'étiez pas à la base de cette crise? Le fait que vous soyez renfermé vous-même, vous ne soyez pas ouvert, parce que vous dites que c'est vrai qu'il faut rencontrer un homme, mais il faut tomber sur le bon. Pour tomber sur le bon, il faut essayer plusieurs. Oui. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Ah mais bon, malheureusement, c'est pas comme des vêtements. Hein. Donc, exactement. C'est pas il faut essayer. Exactement. Il faut donner la chance à d'autres personnes, parce que j'avais vécu une expérience qui n'a pas été reluisante. Donc il faut donner, c'est vrai, la chance à d'autres personnes. Mais déjà, il y a le ressenti. En fait, il y a le discernement quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que ça va coller? Est-ce que la personne répond à mes aspirations? Quand on échange déjà, il ne faut pas tout de suite essayer. Ça ne marche pas, on essaie, ça ne marche pas. Non. À la fin, qu'est-ce qu'on devient? Voilà, en fait. Non, mais moi, je pense que l'amitié simple suffit quand même pour essayer de cerner quelqu'un. Oui, c'est ce que je dis. Bon, quand quelqu'un t'aborde, tu vas échanger avec la personne. Vous allez garder les contacts, vous allez vous fréquenter. C'est ça, c'est de là que ça part. Mais là, il faut savoir si vous avez envie de rester avec cette personne toute votre vie. C'est ça la question, parce que le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu pour dire que j'essaie aujourd'hui, ça ne marche pas, je réessaie. C'est vrai qu'il y a des divorces, mais on ne se marie pas pour divorcer. Par exemple, on peut se servir de l'amitié, par exemple, pour étudier les gens. On n'a pas besoin d'aller au-delà de l'amitié. Naturellement, pour elle, ça n'a pas été bien facile que ça. C'est ce que je dis. Alors, Jessica Bamba. Ouais, alors, effectivement, ça a l'air plus simple comme ça, mais je pense que dans la pratique, c'est moins évident parce qu'on subit une pression de la société, qu'on le veut ou non. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez subi une pression de votre famille? Parce que bon, quand on est dans une famille, on a une fille, les parents tout de suite veulent des petits-enfants, ils veulent le mariage. Est-ce que vous avez subi cette pression-là, vous? Je ne dirais pas pression. J'ai perdu mon père quand j'étais en terminale, donc c'était ma mère avec laquelle j'échangeais. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle était à Dabou. Chaque fois que j'allais la voir pour des visites de courtoisie, on va échanger. Mais à la fin, il y a toujours la petite question qui revient. Oui, c'est ça. Ah, Adi, est-ce que tu as rencontré... Parce que la maison m'appelle Adi. Est-ce que, Adi, tu as rencontré quelqu'un? Je dis non, pas encore. Elle dit, ah, faut faire, tu as rencontré quelqu'un, tu vas te marier, tout ça, machin et tout. Je dis, oui, maman, c'est vrai, mais moi, je préfère être seule et puis être heureuse que d'être mariée, parce qu'elle faisait allusion à la personne
Avec laquelle vous étiez. Voilà. Donc je lui disais que je préfère rester seule et être heureuse que d'être mariée et puis souffrir dans mon foyer. Donc c'est dans cette logique-là que j'étais. Mais chaque fois, après nos discussions, il y a toujours cette petite question qui glisse. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Mais ce n'était pas une pression. C'était, comment dire ça, une mère face à sa fille qui s'inquiétait justement pour sa fille parce que je prenais de l'âge, je travaillais. Donc ce qui me manquait, c'était justement un compagnon et puis fonder une famille. Et justement, pour revenir à cette fameuse phrase, je préfère être seule que d'être en couple avec une personne et souffrir. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste un prétexte, en fait, que les femmes qui sont seules vont aller se reconforter avec cette phrase-là. Est-ce que vous le ressentiez vraiment ou c'était pour camoufler un tout petit peu votre mal-être? Ah oui, je le ressentais. Parce que comme je dis, je suis joviale, j'aime la bonne ambiance. Et donc, quand je suis confinée, le mot est lâché, hein. Quand je suis confinée... Pour coller à l'actualité, c'est pas mal. Je suis confinée dans une relation où je ne vis pas, franchement. Je préfère me retirer, je préfère être seule. Et c'est ce que j'ai fait. Et comment cette souffrance-là a-t-elle, si je peux me permettre le terme, empoisonné votre quotidien, influé sur votre personnalité? Cette souffrance liée à la crise de la quarantaine que vous vivez? Oui, sur ma personnalité, non, parce que aucune personne de mon entourage ne savait que je vivais cette crise. Mais en fait, psychologiquement, c'était... Psychologiquement, c'était seul, à l'intérieur de moi-même, que je vivais cela. Comme je dis, j'étais confinée, j'étais enfermée. Quand je rentrais chez moi, je me sentais seule, je sentais un manque. Et cette crise a été, ça s'est amplifié lorsque j'en avais ras-le-bol. En Abidjan, on dit, quand on en a marre, quand il y en a marre, on dit... trop c'est trop, mais quand on traduit littéralement, ça veut dire lance-moi le bruit. Voilà, donc vraiment, j'avais envie de lancer le bruit. J'étais fatiguée, donc je voulais aller échanger avec une communauté que je fréquentais dans le temps avec ma sœur. Trouver des solutions. Pour trouver une solution, pour trouver des paroles de réconfort, parce que vraiment c'était pénible. C'était pénible à l'intérieur de moi. Et donc je vais rencontrer le modérateur, je prends rendez-vous, j'arrive, je lui explique tout ce que je vis, mais vraiment, j'avais envie de me décharger, de vraiment respirer. Et quand je finis de lui expliquer tout ça, ce qu'il va me dire, c'est que si tu quittes l'homme, si tu quittes définitivement la relation que tu as laissée dernièrement, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, c'est vrai, mais tu n'auras pas d'enfant. Selon ce qu'il me dit, de la part de Dieu. Et donc, imaginez, il me dit, si je reste avec l'homme que j'ai quitté, j'aurai des enfants, mais si je décide de partir comme je l'ai fait, je vais rencontrer quelqu'un qui sera immensement riche, mais je n'aurai pas d'enfant. Donc, moi, ma vie se résumait à deux tableaux. Soit je reste avec celui que j'ai quitté pour souffrir toute ma vie, ou alors j'attends celui qui viendra avec beaucoup d'argent qui ne me donnera pas d'enfant. Donc, voilà ce qui m'a sorti. Mais imaginez, c'est comme dans les films western, quand il y a quelque chose qui doit se passer, on fait guin. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Ah oui, je sors de là et dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas née pour souffrir parce que mon nom, Bérénice, en grec, ça veut dire glorieuse. Je ne peux pas porter ce prénom-là et puis souffrir, avoir ces deux tableaux-là seulement. Moi, ma vie se résume à ça. Je suis née pour ces deux tableaux. Non, ce n'est pas possible. Donc, du coup, ça a empiré ma situation. Mais je me dis, en fait, si cette parole qu'on m'a donnée vient de la part de Dieu, ça ne devrait pas, en principe, me troubler. Même si ce n'est pas ce que j'attends, ça devait m'apaiser. Mais c'est quand même la volonté de Dieu qu'une femme ait des enfants, qu'elle vive heureuse sous son Exactement. toit. Ça Oui, fait tout mais bizarre d'entendre ça. pourquoi moi, je dois être dans le heureuse, je dois être dans spirituel. une relation où je souffre, dans une relation où je dois souffrir aussi, parce que des deux côtés, c'est la souffrance, parce que je n'aurai pas d'enfant, je serai malheureuse. Donc, c'est là où je dis que, là, mon premier discernement était mon intelligence, parce que Dieu a donné l'intelligence à chacun de nous. Pour ceux qui vont voir les hommes de Dieu, dans la vie, on a besoin de mentors, on a besoin de personnes plus avisées pour nous orienter, pour nous accompagner. Mais au niveau spirituel, chacun a une relation avec Dieu. Et puis, il faut utiliser son intelligence. Ton intelligence doit être ton premier discernement. Alors, quand tu vas voir un homme de Dieu qui te donne une parole qui ne t'apaise pas, pose-toi des questions. Et toi-même, tu peux parler à Dieu directement. Et donc, ça m'a troublée dans les premières semaines. Après, j'ai dit non, Dieu ne peut pas vouloir ça parce que moi-même, ma destinée, c'est que je sois glorieuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à relativiser. Mais la crise était toujours là. D'accord. Comment vous avez réussi à vous en sortir? Et puis, c'est intéressant ce que vous avez souligné. C'est aussi important de non seulement utiliser l'intelligence, mais vérifier aussi que ce qu'ils nous disent est en conformité avec la volonté de Dieu pour nous dans les Écritures. Voilà, ah oui. c'est le terme. Ah oui, vous avez, dans votre quête de solution n'a pas été du tout aisée, puisque vous avez reçu en chemin des conseils qui ont plutôt assombri l'horizon pour vous au lieu de l'éclaircir. Alors finalement, comment avez-vous trouvé la lumière? Alors finalement, c'est en 2009 que je rencontre celui qui est mon époux aujourd'hui. Bizarrement, les choses ça matchait tout de suite entre nous.
parce que c'était comme si on s'attendait l'un et l'autre depuis longtemps quand on s'est rencontrés. Vous n'avez pas hésité, vu qu'il y avait eu le traumatisme de la relation précédente Ah oui, si, c'était tellement beau que je me disais, mais est-ce que c'est la bonne personne? Donc du coup, je me réfère à mon père spirituel, pas celui que je suis allée voir. Celui-là, je l'avais, depuis le campus, je l'avais perdu de vue, et puis je l'ai retrouvé quelques temps après. Et donc il n'était pas là, il était en voyage à Londres, donc je l'appelle, je dis, ah Daddy, je le salue au passage, vraiment. J'ai rencontré quelqu'un, parce qu'avec lui aussi, je partageais en fait toute cette crise que je vivais. Quand il me voit arriver chez lui, comme ça, il me dit, tu es venu encore, c'est pour le même sujet là. Chaque fois, c'est ce qu'il me disait. Donc quand j'ai rencontré mon époux, maintenant, je l'ai appelé et je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un d'Adi, mais vraiment, je ne sais pas si c'est la bonne personne. Donc il m'a dit, ma fille, vis ce que tu as à vivre. Donc quand il a lâché ce truc-là, moi aussi je me suis lâchée. Ça vous a libéré complètement. Ça m'a libérée. L'instant. Mais franchement, j'étais épanouie dans la relation. Vraiment, c'était quelqu'un. Vraiment, c'était mon époux, c'est mon âme sœur. Voilà. C'est tout simplement ça. C'est parce que justement, j'y suis arrivée parce que j'ai rejeté la réalité commune. J'ai abandonné le statu quo. Moi, ma réalité commune, c'était que je puisse rester avec celui que j'ai quitté. Si je restais avec lui, je n'aurais pas rencontré lui, Philippe Kodjoe. Aujourd'hui, je ne serais pas mariée, je n'aurais pas eu des enfants si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit. Voilà. Donc, il faut rejeter la réalité commune. Il faut abandonner le statu quo. Et au fil des années, je me suis rendu compte que quand vous arrivez à admettre que quelque chose vous pourrit la vie, vous faites tout pour agir, mais pour le mieux. Pas agir tout simplement, mais agir pour le mieux. Parce que justement, c'est l'action qui déplace les montagnes. Dans la Bible, on dit non, que c'est la foi déplace les montagnes. Mais dans la même Bible, il est écrit également que la foi sans les actes est vaine. Donc en réalité, ce sont les actions qui déplacent les montagnes. Il faut agir parce que l'action est un grand catalyseur du changement, tout simplement. Les actions sont le résultat de la foi, alors. Ok, bien compris. Donc les choses sont allées très vite. En 2009, la rencontre, 2002, vous avez eu des enfants. Aujourd'hui, vous êtes mère de 3 enfants. En 2012, vous êtes mariée. Vous êtes pleinement épanouie aujourd'hui, tant sur le plan professionnel que personnel? Pleinement, ça se voit, non? Pleinement épanouie. Alors, très rapidement, avant de prendre Paulus Agathon, vous avez passé la quarantaine. De toute façon, vous n'avez pas le complexe de l'âge, donc je me permets. Non, du tout. J'ai 40 ans. J'ai eu 40 ans le 6 février dernier. Déjà, et j'ai fait un boucan sur Facebook avec toutes les photos que j'ai publiées pour dire que j'ai 40 ans. Et alors? Pourquoi c'est important de célébrer de façon aussi ouverte, faste, ostentatoire, votre passage à la quarantaine? Parce que j'aimerais emmener les femmes à assumer leur âge, à assumer leur féminité. Quand on a 40 ans, on est à mi-vie. Je l'ai célébré parce qu'on est à mi-vie. Je me rends compte qu'à 40 ans, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour aborder la deuxième phase de ma vie, mais de façon meilleure. Parce que j'ai tout vécu. J'ai connu la séparation. Je sais qu'aujourd'hui, je peux supporter la souffrance. J'ai connu la dissidence en griffe de la famille et je sais qu'aujourd'hui, l'opposition est passagère. On sait qu'en amour, l'amour, c'est un partage. C'est pas aimer pour les deux ou bien décider pour les deux. Donc voilà, en fait, c'est super ça. Votre vision de la vie a changé. Comment vous voyez les 40 prochaines années? Ben, je me projette, c'est vrai, mais là, je vis l'instant présent parce que j'ai envie de faire des choses qui puissent impacter la vie d'autres femmes, d'autres personnes qui vivent cette crise ou qui souffrent tout simplement. Parce que beaucoup de femmes souffrent à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est pour ça que vous avez créé une communauté qui s'appelle Femmes de 40 ans et plus. Exactement, ça sont les photos de mon anniversaire, justement. Oui, Facebook. Oui, Femmes de 40 ans et plus. Pour que... Et c'est quoi l'idée de cette communauté? J'ai créé cette communauté parce que nous, femmes, passé la quarantaine, de 40 et plus, on a besoin de partager nos expériences de vie. Je ne dis pas expérience professionnelle, mais expérience de vie. Parce que expérience professionnelle, on a d'autres cadres pour le faire. Mais expérience de vie, ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on peut aider les autres qui arpentent C'est vraiment la solidarité des 40. Exactement, justement. Et vous avez 3 enfants. Comment vous vivez le confinement en ce moment avec les enfants? Ah oui, je ne vous dis pas, le confinement à la maison, surtout que mes enfants sont à bas âge, mais la maison est sens dessus, dessous. Vraiment. Et bon, c'est une belle ambiance aussi parce que justement, il faut vivre le confinement positivement. Il y a des avantages. Il y a des avantages parce qu'il faut apprendre à connaître les enfants. On ne connaît pas nos enfants. On est tout le temps partis au travail, on descend tard, les enfants sont à l'école, mais en ce moment, il faut connaître la personnalité de chaque enfant, déceler leurs aptitudes et mieux les orienter. Il faut aussi réapprendre à s'aimer pour les conjoints. Et puis au niveau professionnel, on a forcément une activité on peut promouvoir sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Justement, donc à tous les niveaux, on peut en gagner. À tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai vu un post sur Facebook qui m'a beaucoup fait rire. Un gars qui a dit, je ne sais pas si vous avez vu ce post, qui a dit
dit le confinement m'a tellement rapproché de mon épouse que j'ai failli lui avouer que j'ai une maîtresse. Donc les gars, restez concentrés. Allez, on retrouve Paulus Agathon avec le sourire pour vos questions, mesdames et messieurs. Alors Jean-Michel, je vais lire 2 messages sur la page Facebook, mais il faut dire que sur la page Facebook C'est Midi, il y a eu beaucoup de confusion au niveau des internautes parce que pour beaucoup, cette crise de quarantaine dont parle notre invité se rapprochait à une mise en quarantaine. Et je me suis permis de chercher une brève définition, si vous me permettez de la livrer avant de nous intéresser aux 2 réactions. Alors, en ce qui concerne le dictionnaire Larousse, la mise en quarantaine, c'est une mesure de police qui consiste à imposer un isolement provisoire de durée variable aux personnes et aux marchandises, ainsi qu'aux navires ou aux animaux qui proviennent de pays infectés par une maladie contagieuse. Alors, pour le cas de notre invitée, là, elle parle d'une crise de quarantaine. Et selon Wikipédia, la crise de quarantaine ou crise de milieu de vie, c'est un terme employé dans la société occidentale pour décrire la période de doute que ressentent certaines personnes à la moitié de leur vie. Et cette période a pour résultat une sensation de passer de la jeunesse à la vieillesse. Eh oui. Maintenant que tout est clair, on va s'intéresser maintenant au message de nos internautes. On a ainsi celui de Koné Moïse Moussa. Il dit: pour moi, c'est normal de faire une telle crise, mais je demande à notre invité, est-ce que cette situation ne l'a pas rendue envieuse parfois au point, par exemple, de jalouser des personnes qui arrivaient à satisfaire leurs désirs futuristes? La deuxième réaction, c'est celle de Tony Blessing, qui voulait savoir comment notre invité a pu surmonter cette situation. Mais on va plutôt voir s'il y a des mesures pour anticiper cette crise. D'accord. Alors, Madame Kodjoued, est-ce que vous avez été jalouse pendant la période de crise de quarantaine? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai été plusieurs fois dame de compagnie de mes copines qui se mariaient. Donc je partageais leur joie, je partageais leur bonheur et j'avais envie de faire comme elles. J'avais envie que ça m'arrive. Mais sans sentiment amer? Non, du tout. D'accord. Alors, quelles sont vos petites, quelle est votre recette, très rapidement, à tous ceux qui nous regardent ou à toutes celles qui nous regardent, pour sortir ou triompher de cette crise-là? Alors, ce que je peux dire, c'est que, surtout pour les femmes, parce que je suis une femme, pour les femmes, rares sont les femmes actives qui abordent avec autant d'attention et d'intention leur vie privée qu'elles en consacrent à leur vie professionnelle. Il faut investir en soi. Il faut investir en soi, il faut faire son écologie intérieure. Il faut savoir qui je suis et à quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux réellement. À 40 ans, on est obligé de vivre, pas on est obligé, mais on vit pour soi. Parce qu'avant, on était dans des rôles. À 40 ans, être mère, tante, célibataire, mariée, ça ne crée pas de détresse. Parce que ces rôles-là ont été, c'est des rôles justement sociaux qui ont été brûlés avec le brouillon, avec la première partie de notre vie. Donc à 40 ans, justement, il faudrait s'assumer, il faudrait vivre. À 40 ans, la beauté n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. C'est un état d'esprit. Et la beauté, c'est le résultat de l'élégance des idées. Donc, à 40 ans, il y a de nouveaux projets de vie. Ça va plaire à notre doyen qui, lui, a dépassé, enfin, il a passé la crise de la quarantaine. On ne sait plus quel âge il a aujourd'hui, peut-être qu'il nous dira. Mais en tout cas, il a toute l'expérience riche pour partager son opinion tout de suite sur votre itinéraire, madame. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Alors, on va dire que, de façon générale, du berceau à la tombe, certaines étapes de notre cycle de développement s'accompagnent de crises. De crises autant tout aussi bien au plan psychologique, psychique que physiologique. Et on parle par exemple de crise d'adolescence. Tout comme aux environs de la quarantaine, on peut vivre aussi des perturbations. Par exemple, on peut redouter la perte de sa jeunesse. Ou bien on peut avoir peur de rester célibataire à vie. Mais il faut noter quand même que le phénomène n'est pas linéaire. Parce que à 70 ans, par exemple, tout le monde ne se porte pas de la même manière. Voilà. Donc ce n'est pas nouveau. La crise de quarantaine, ce n'est pas une exception, c'est une règle générale du berceau à la tombe. Selon les étapes, on vit des crises. D'accord. Merci beaucoup, cher doyen, et merci surtout à vous, Madame Kodjoued Bérénice. On embrasse tous vos enfants à la maison. Je ne manquerai pas. Monsieur, et puis on vous souhaite une très très bonne et passionnante suite de vie.
Merci. Après ces 40 ans que vous avez célébré cette année. Merci. Ouais. Et voilà. Donc on va essayer de vous raccompagner par des applaudissements, même si on n'est pas... Merci. On a pris des mesures.